Messieurs, dames, bonsoir. Alors à l'origine, j'avais prévu de faire une conférence et il se trouve que j'ai attrapé un petit coup de froid, donc dans le doute où je perdais la voix d'ici samedi, je fais une vidéo tout simplement. Donc pour ceux qui sont présents au Ciné Soupe ce samedi 11 octobre, bonjour. Et pour les autres, tant pis pour vous, vous comprendrez pas de quoi je parle à l'instant, mais bon. Je vous souhaite quand même une belle visualisation. Je m'excuse du coup pour le manque de naturel, je vais un peu plus lire que participer à la conférence. Voilà, allez, bonne vidéo à tous. Imaginez un jardin, tel une forêt, qui prendrait soin de lui-même. Un écosystème qui soit non seulement productif, mais en plus résilient et harmonieux. Un jardin où la nature est votre allié et non votre adversaire. C'est l'idée au cœur de la permaculture. La permaculture, c'est l'art d'aménager des systèmes humains qui s'inspirent de la nature. Ce n'est pas juste du jardinage. C'est aussi une façon de concevoir des lieux de vie, des cultures et des économies qui sont à la fois durables et productifs. La permaculture, c'est la contraction du mot culture permanente ou agriculture permanente. Enfin bref, des systèmes qui durent. Au programme aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est la permaculture au-delà du jardinage. Nous explorerons la fleur de la permaculture, un outil qui illustre ses 7 domaines d'application, ses 12 principes et les 3 points d'éthique. Et enfin, nous terminerons par des exemples concrets pour montrer que la permaculture est à portée de tous. Pour beaucoup, la permaculture se résume à une méthode de jardinage. Mais en réalité, c'est une philosophie qui s'applique à bien plus de domaines. La fleur de la permaculture nous montre à quel point cette approche est large et complète. Premier domaine, le design de lieux de vie. Comment concevoir nos maisons et nos villes pour qu'elles soient efficaces et en harmonie avec leur environnement. Deuxième domaine d'application, technologies et outils appropriés. Utiliser des technologies efficaces, simples et durables qui nous permettent de réduire notre impact. Troisième domaine, éducation et culture. Apprendre et transmettre des savoirs pratiques et des modes de vie respectueux. C'est l'éducation à l'environnement. Quatrième domaine, santé et bien-être. Prendre soin de notre corps et de notre esprit en lien avec notre alimentation et notre environnement. Cinquième domaine d'application, finance et économie. Créer des systèmes justes, résilients, qui soutiennent les communautés. Sixième domaine, gouvernance et communauté. Créer des structures de prise de décision justes et participatives pour résoudre les problèmes ensemble. Septième et dernier domaine, gestion des terres et de la nature. Concevoir des écosystèmes productifs et résilients pour la production de nourriture et de ressources. Bon, pour résumer, on parle de design, de technologie, d'éducation, de bien-être, de finances, de gestion des terres ou de communauté. En fait, les domaines d'application, c'est à peu près tout et n'importe quoi, hein, que ce soit l'aménagement d'un atelier technique ou que ce soit la création d'une entreprise complète de A à Z, que ce soit la mise en place d'un mode de vie en communauté, commune, région, département, pays. C'est vraiment applicable à toutes les échelles. Pour pouvoir pérenniser un peu tous ces systèmes, on a différents outils donc, qui nous viennent des outils du monde de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Donc ces outils-là, en fait, on les retrouve aussi dans les principes de la permaculture que je vous présente maintenant.
Le premier principe, et pas des moindres, observer et interagir. On va observer la topographie, l'exposition, les êtres vivants du terrain, la texture du sol, etc. C'est dans le monde industriel, entrepreneurial, c'est ce qu'on appelle un audit. Deuxième principe, stocker de l'énergie. Alors que ce soit via des panneaux solaires, récolter les eaux de pluie en hauteur tant qu'à faire, qu'on soit une maison passive ou que ce soit de l'énergie thermique, j'ai envie de dire, qu'on stocke de la chaleur tout simplement dans des briques, c'est ce qu'on fait dans une maison solaire passive. Ça peut aussi être stocker de l'énergie calorique au niveau alimentaire. Ça diminue pas mal le stress de savoir qu'on va pas mourir de faim d'ici la fin de la semaine. Troisième principe, lancer une production. En fait, comme on disait, la permaculture s'inspire du vivant. Et le vivant, c'est ça, ça produit continuellement, bien plus que nécessaire. Et c'est là où je voulais en venir aussi. Il ne faut pas viser une neutralité carbone, il faut faire plus encore que la neutralité. Juste ne pas être dans le négatif, c'est pas suffisant, il faut être dans le positif. Quitte à atteindre l'abondance, voire la surabondance. C'est ça, lancer une production. Quatrième principe, appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. En gros, c'est le principe de faire des essais-erreurs et d'en tirer les apprentissages qui vont bien avec. Tout simplement. Et cinquième principe, favoriser les ressources renouvelables. En effet, il vaut mieux s'assurer d'avoir toujours de la matière première sur sa chaîne de production que d'être dépendant d'un système terminé, on va dire, où à un moment donné, la matière première va risquer de disparaître ou de devenir rare et chère. Sixième principe, viser le zéro déchet. En fait, le but du jeu de zéro déchet, déjà, c'est de faire comme dans la nature. Tout est revalorisé, donc il n'y a pas de pollution. Et ça permet tout simplement de pérenniser le système d'une partie. Et d'autre part, si on revalorise nos déchets en une matière première ou une matière transformée vendable, c'est que du bénéfice en plus. C'est de la production encore. Septième principe, des structures d'ensemble vers les détails. Quand je parlais des outils de qualité, par exemple, c'est ce qu'on va utiliser pour faire des rétro-plannings. C'est-à-dire qu'on va regarder dans l'ensemble à quelle date on veut que tel projet soit fini. Et après, on va aller étape par étape, aller peaufiner. Et ensuite, dans les étapes, aller sous-étape par sous-étape et essayer de peaufiner tout ça, vraiment jusqu'au détail final. Il y a un outil aussi qui s'appelle la SADT, ou ce qu'on appelle aussi l'analyse fonctionnelle descendante, qui permet de bien analyser, on va dire, le système qu'on veut créer ou améliorer. Huitième principe, intégrer plutôt que séparer. En fait, on dit souvent le problème est la solution. Je reviens sur la maison que j'avais mis en tout début. C'est ce qu'on appelle un Earthship. C'est une maison semi-enterrée, solaire passive. Et la plupart de ces constructions-là sont faites à partir de déchets. Donc le problème de pollution du déchet pneu, par exemple, sert à faire des murs porteurs qui sont remplis de poussière et de déchets du chantier. Et ça fait des très très bonnes briques qui accumulent beaucoup la chaleur. Et une fois cachées sous un enduit de terre, le plastique ne se désagrège plus, n'est plus soumis aux tensions chaud-froid, etc. C'est un bon exemple, je pense. Neuvième principe, patiemment, à petite échelle. C'est dans le monde industriel ce qu'on pourrait appeler chez Toyota, par exemple, le Kaizen. C'est faire de l'amélioration continue à petits pas. Mais continue, donc on tire toujours vers le mieux. Dixième principe, favoriser la diversité. Simplement en variant les techniques, en variant les habitants de notre système si on parle toujours d'un jardin, en ne mettant pas tous nos œufs dans le même panier, on devient tout simplement plus résilient. Au niveau résilience, donc ça veut dire savoir absorber un choc. On dit souvent une fonction est remplie par plusieurs éléments et chaque élément du système remplit plusieurs fonctions.
qui permet que si un élément devient à être défaillant, il y en a un autre qui peut prendre le relais pour remplir la même fonction, tout simplement. 11e principe, valoriser les bordures. En gros, ce sont les interfaces, les zones où on va croiser deux milieux différents. Donc, par exemple, le magasin dans l'atelier, les effets de bordure, à la base, c'est les effets de lisière de forêt, où on va retrouver à la fois les avantages, on va dire, les êtres vivants de la forêt, les êtres vivants au bord de l'eau, par exemple, si c'est une lisière près d'une mare. Et entre les deux, on va retrouver un peu des êtres vivants de l'un, un peu des êtres vivants de l'autre, et un petit peu des êtres vivants qu'on ne trouve ni dans l'un ni dans l'autre. Donc ça améliore, on va dire, la synergie entre les différents éléments de notre système, tout simplement. En qualité, on parle de cartographie des interactions des processus. Enfin, dernier principe, réagir de manière créative. Face aux aléas, face aux différentes actions du monde extérieur à notre système, tout simplement ne pas se contenter des solutions déjà préexistantes et être un petit peu innovant, faire de la recherche et du développement, ce qu'on appelle en entreprise, tout simplement pour rester compétitif. Et en dernier, l'éthique, en 3 points. Premier, prendre soin de la terre. Deuxièmement, prendre soin des gens. Troisièmement, partager équitablement. Bon, sur ces 3 points-là, prendre soin de la terre, ça ne veut pas dire soigner la terre. Hein. Ça veut juste dire, ça vient de l'anglais, to take care earth. Take care, c'est en avoir quelque chose à carrer en fait, en avoir quelque chose à faire. Prendre soin des gens, c'est tout simplement, pareil, pas forcément soigner, mettre des pansements là où il n'y en a pas besoin, mais pareil, avoir conscience que les gens autour, on entend souvent parler du PFH, donc le providentiel ou le putain de facteur humain, ça dépend des cas. J'espère pour vous le plus souvent possible providentiel. En général, les personnes avec qui on travaille, qu'on interagit, sont des bonnes personnes. Les gens, plus en groupe, c'est une autre question. Tous ensemble, on est un petit peu bêtes, j'ai l'impression. Mais voilà. Partager équitablement les ressources, les surplus, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Déjà, il faut avoir du surplus, donc il faut être déjà, comme je le disais tout à l'heure, dans l'abondance. Et en avoir suffisamment pour soi. On dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Et il n'est pas forcément question de charité. Partager équitablement, c'est une production qu'on a fait, c'est du temps de travail qu'on a passé. Donc c'est potentiellement quelque chose à revendre, à troquer, à échanger contre un service. Mais voilà, c'est pas du don de soi non plus. On n'est pas au pays des bisounours. Voilà. Donc pour ce qui est des exemples concrets, vous aurez compris que moi j'aime bien c'est fabriquer une maison en earthship, ces fameuses maisons semi-enterrées bioclimatiques. Par exemple, elles ont gros avantage de récupérer l'eau de pluie sur un toit végétalisé la plupart du temps, donc qui produit déjà un petit peu d'oxygène pour la planète. On récupère de l'eau qui est filtrée sous différents circuits de filtration, qui est soit de l'eau potable, soit de l'eau ménagère, j'ai envie de dire, pour se laver et faire la vaisselle. Les eaux qu'on rejette sont refiltrées, repassent dans la serre à l'entrée pour tout simplement arroser les plantes, qui vont en même temps filtrer l'eau, qui peuvent être réutilisées dans un toilette si vous souhaitez absolument tirer une chasse d'eau, que vous n'êtes pas encore aux toilettes sec. On n'est pas obligé de faire pipi et caca dans l'eau potable. Et une fois sorti de ce toilette, on peut repasser par une fosse septique et redistribuer ça après dans la terre, dans les rivières, dans le circuit d'eau normal. Donc une goutte d'eau qui tombe sur le toit, elle est utilisée beaucoup plus que simplement on ouvre le robinet et ça part directement dans la mer. Est-ce que vous voyez d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit ? C'est le moment d'en discuter dans les questions-réponses de cette fin de journée. Ciné-soupe.